Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Laurent Fabius attendu en Libye après l'attentat contre l'ambassade de France à Tripoli. Il y a eu 2 blessés, 2 gendarmes français. L'attaque à la voiture piégée n'a pas été revendiquée. Ouverture ce matin à Nouakchott, en Mauritanie, des travaux de la 7e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne. Le dialogue politique entre les 2 pays est au centre de la rencontre. Bienvenue dans cette édition. L'ambassade de la France en Libye visée par une attaque. D'après les premiers éléments, c'est une voiture piégée qui aurait explosé, endommageant fortement le bâtiment. Le Quai d'Orsay annonce le départ de Laurent Fabius pour Tripoli. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat. L'État mettra tout en œuvre pour que la lumière soit faite sur les circonstances de cet acte odieux, déclare dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris. Je vous propose de l'écouter ici. C'est un attentat qui vise non seulement la France, mais l'ensemble des pays qui luttent contre les groupes terroristes. Je vais me rendre immédiatement en Libye. Nous en avons discuté ce matin avec le président de la République, avec le Premier ministre. Je me rendrai immédiatement au chevet des gendarmes, bien sûr. Et ensuite, nous aurons une réunion de travail avec le gouvernement libyen. Le ministre des Affaires étrangères m'a appelé ce matin pour dire qu'ils étaient vraiment totalement à notre disposition. Par ailleurs, nous avons décidé d'envoyer un groupement du GIGN sur place. Et puis, bien sûr, le renforcement dans toute la zone, pas seulement en Libye, mais dans toute la zone des mesures de sécurité. Ouverture ce matin à Nouakchott, en Mauritanie, des travaux de la 7e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, une rencontre qui intervient quelques semaines seulement après la signature d'un accord visant à approfondir le dialogue politique entre les 2 pays. Un mémorandum d'entente pour instaurer un dialogue politique régulier. Moins de 2 mois après la signature de ce document entre Nouakchott et Rabat, se tient la 7e haute commission mixte maroco-mauritanienne. La délégation marocaine des experts est déjà sur place. Elle prépare cette rencontre de haut niveau qui verra la signature de nombreux projets de coopération. Nos 2 pays connaissent une transition démocratique qui conforte la position des dirigeants en faveur du développement des libertés et de la démocratie, des efforts qui convergent pour consolider nos relations bilatérales. Les domaines de coopération sont nombreux et divers. Ils portent sur l'infrastructure routière, aéroportuaire, l'industrie agroalimentaire ou encore la formation. Et justement, en termes de formation, le Maroc consacre chaque année des bourses aux étudiants mauritaniens désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc. Leur nombre a doublé en 3 ans. Ainsi, l'an dernier, 600 étudiants mauritaniens se sont inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur marocains. Le Maroc accorde une très grande importance à la formation des cadres mauritaniens. On peut dire que presque 900 étudians poursuivent leurs études et leur formation dans les institutions, dans les universités marocaines. C'est demain que démarrent les travaux de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, une rencontre qui reflète la réelle volonté des 2 pays de hisser la coopération bilatérale au niveau du partenariat stratégique. Les journalistes inquiets au Burundi, les sénateurs ont adopté ce week-end une loi controversée sur la presse. Le texte remet en cause la protection des sources. Il interdit également le traitement de certains domaines réservés. Je vous propose d'écouter ici le témoignage de 2 journalistes burundais rencontrés à Bujumbura. On va continuer à travailler comme d'habitude parce que l'histoire des journalistes n'est pas venue du Burundi et nous allons continuer à exercer librement en tenant compte des règles et de déontologie professionnelle du métier. C'est comme, je dirais, une certaine revanche à l'endroit des médias qui, en certains moments, ont donné la parole
à l'opposition, qui était même à l'extérieur, qui avait fui en exil. Et donc, un sénateur l'a bien clarifié que c'est effectivement pour mater les journalistes, pour mater les médias. Le Cameroun est invité à ratifier le protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'exhortation est de la présidente de la Cour en séjour actuellement dans le pays. Sophia Akufo a été reçue hier par le Premier ministre Philemon Yang. La taille de la délégation que conduit la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en dit long sur les motivations de sa présence à l'immeuble Étoile. La Ghanéenne Sophia Akufo et sa suite sont au Cameroun pour sensibiliser le gouvernement sur la nécessité de ratifier le protocole qui a institué la Cour voici 14 ans. Après un échange qualifié de fructueux avec le Premier ministre Philemon Yang, l'optimisme est de mise, le processus de ratification est dans le pipe. Le Premier ministre nous a assuré que le processus de ratification du protocole est en cours, qu'il est engagé dans les voies, dans les procédures administratives et législatives normales. Et donc, nous avons l'espoir que sous peu, le Cameroun sera le 27e État africain à ratifier le protocole. Les juges de la haute juridiction africaine attendent aussi du Cameroun qu'il signe la déclaration spéciale qui permet la saisine de la Cour par des individus et des organisations non gouvernementales. L'intérêt est évident puisque par définition, les droits de l'homme ne sont pas les droits de l'État, ce sont les droits des individus pris isolément ou collectivement. Donc, un système de protection des droits de l'homme qui n'ouvre pas l'accès aux individus, qui n'ouvre pas l'accès à l'homme, est un système qui ne peut pas fonctionner. Prolongement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour connaît de toutes les affaires relatives à l'interprétation et à l'application de la Charte africaine en la matière. Elle se compose de 11 juges et son siège est à Arusha, en Tanzanie. Au Gabon, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est au centre d'un séminaire qui se tient à Libreville au profit des autorités judiciaires et des magistrats. Les détails de cette rencontre dans ce reportage de nos confrères de la télévision gabonaise. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un fléau grandissant qui entrave le développement économique du Gabon et constitue un frein à la politique de bonne gouvernance. L'ampleur des conséquences néfastes provoquées par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur la vie socio-économique et politique des pays a conduit la communauté internationale à mettre progressivement en place des dispositifs institutionnels, législatifs et réglementaires pour y faire face. Créée en septembre 2005, l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, joue un rôle important de sensibilisation et de formation au profit de tous les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce séminaire qui va se dérouler sur 5 jours vise à renforcer les connaissances des personnels de l'agence, fédérer l'ensemble des assujettis autour des problématiques communes rencontrées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et imprégner les autorités de poursuite des procédures judiciaires et d'investigation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réception du dossier à son analyse jusqu'au jugement et aux conséquences pénales et pécuniaires. Pour renforcer leurs capacités, les participants vont être entretenus sur les nouvelles techniques de prévention et de répression. L'Afrique honore ses engagements vis-à-vis de l'Organisation mondiale des douanes. Elle met à jour son système harmonisé de codification et de désignation des marchandises réunis à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour l'occasion, les experts de la question en ont profité pour faire le point des difficultés liées à l'application de ces textes. Mis en œuvre par l'Organisation mondiale des douanes, le système harmonisé est un instrument qui offre la possibilité à plus d'une centaine d'administrations douanières à travers le monde d'utiliser un même langage en matière de désignation et de codification des marchandises. Réunis à Ouagadougou, plus d'une vingtaine de responsables des structures douanières de l'Afrique occidentale et centrale, sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, vont passer en revue la version 2012 du système harmonisé.
Il y a tout d'abord un volet technique. Pourquoi ? Parce que le système harmonisé, c'est un système de codification des marchandises, c'est-à-dire que c'est un langage commun utilisé pour codifier des marchandises qui est utilisé dans plus de 207 pays ou territoires. Et ce système étant dynamique, il évolue par cycle, ce qu'on appelle par cycle de révision tous les 5 ans. Donc la dernière version de ce système harmonisé est applicable depuis le 1er janvier 2012. Et à l'Organisation mondiale des douanes, nous avons remarqué que, notamment pour certains pays africains, du retard avait été pris en la matière. Dans le volet organisationnel, il s'agira d'identifier les raisons pour lesquelles les pays africains prennent du retard dans l'application de cet outil qui est d'une utilité reconnue dans la chaîne de tarification. Chez nous, douaniers, quand on dit telle position tarifaire du système harmonisé, nous savons tout de suite c'est quelle famille de produits qui est en réalité concernée par cette position tarifaire. Si vous prenez un outil, une machine, un article, et vous allez dans le SH, vous avez forcément un coin où vous devez pouvoir le classer. Les participants ont une semaine pour s'approprier de la nouvelle version du système harmonisé afin de faciliter son application dans leurs pays respectifs. Ouverture officielle des travaux du deuxième colloque scientifique international sur le paludisme. Ce deuxième colloque international qui se tient à Abidjan réunit des experts en matière de traitement et de recherche de remèdes dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ces experts feront le point sur l'ampleur de la maladie. Lutte contre le paludisme, avancées et perspectives. C'est autour de ce thème que ce colloque se tient quand on sait que le paludisme constitue un véritable problème de santé publique de par sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2011, 43% des motifs de consultation sanitaire, 24% des motifs d'hospitalisation et 26% des décès hospitaliers. Les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, dont 80% des décès surviennent du paludisme. Ce colloque vient donc à point pour faire montre du savoir-faire des chercheurs dans le domaine du paludisme. Nous avons un service de recherche avec lequel nous avons pu organiser ce colloque scientifique. Nous sommes à la 2e édition. Les recherches trouvent comment utiliser les médicaments. Est-ce que les médicaments on utilise, est-ce qu'il y a des effets, est-ce que ça marche avec la population, est-ce qu'il n'y a pas de complications avec la population, et il y a aussi de nouvelles découvertes sur les moustiques, comment lutter contre les moustiques. Et donc ces recherches-là nous donnent beaucoup plus de résultats, non seulement dans la prise en charge et dans la prévention. Les populations apprécient les efforts des chercheurs qui trouvent en matière de paludisme. Le palud tue. Particulièrement les femmes enceintes, nous avons facilement le palu. D'abord, quand nous partons à la maternité, on nous donne des moustiquaires imprégnés pour protéger nous et nos enfants. On dit merci aux chercheurs pour tout ce qu'ils ont fait. L'année 2013 étant décrétée année de la santé, l'État de Côte d'Ivoire a résolu de faire de la lutte contre le paludisme sa priorité. Après sa brillante participation au tournoi international du Maroc, l'équipe du Mali des Vovinam Viet Vodao a présenté au public sportif ses 10 médailles remportées. Pour davantage de précisions, suivons ce reportage de Yacouba Dansogo et Daouda Doumbia. Vovinam Viet Vodao est la dernière née des arts martiaux. Cette nouvelle discipline a fait son introduction au Mali en 2007. Comme les autres arts martiaux, Vovinam Viet Vodao se pratique avec des techniques spécifiques. C'est une discipline vietnamienne, donc qui regroupe plusieurs techniques. Alors c'est un peu polyvalent, il y a les techniques de poing, pied, ciseaux, donc qui est notre spécialité. Il y a aussi les techniques d'armes, le sabre, le couteau, le bâton, voilà donc, et même la lutte vietnamienne. Du 5 au 6 avril dernier, le Mali a participé pour la première fois à un tournoi international de la discipline. Avec 6 combattants, le Mali s'est classé 2e à Sablé au Maroc avec 10 médailles, 3 or, 5 argent et 2 de bronze. Ces médailles ont été présentées au public sportif de Bamako au cours de cette cérémonie.
Les responsables de Vovinane Viet Vodao comptent sur le soutien des plus hautes autorités sportives du pays pour passer du statut d'association à celui d'une fédération. Là, en fait, ça dépend aussi du ministère des Sports. Bon, certes, il faut être représentatif. Il faut au moins 4 régions sur un total de 8 régions. Bon, je pense qu'on fait nos pas. Donc, au niveau de Ségou, Sikasso, Kai et même Koulikoro, ainsi que le district de Bamako, nous sommes représentés. Et on a à peu près un peu moins d'1 millier de pratiquants. En attendant la création de la fédération, Vovinane Viet Vodao inscrit tout doucement son nom dans les annales des sports au Mali. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À bientôt.